Bienvenue à la conférence Solutions photovoltaïques pour les bailleurs sociaux et les copropriétés. Alors, je m'appelle Katharina Brockstedt, je suis la coordinatrice du centre de ressources Envirobat Grand Est d'énergie.pro. Nous sommes à l'INSA et nous sommes financés par l'ADEME et la région Grand Est pour faire la promotion du bâtiment durable auprès des professionnels du bâtiment. Florian Venant de l'Eurométropole de Strasbourg. Enchanté, Florian Venant, effectivement, de la mission Ville en transition à la direction de l'urbanisme. L'Eurométropole de Strasbourg a voté en fin d'année 2019 son plan climat 2030 et également son schéma directeur des énergies qui fixe des scénarios énergétiques à échéance 2030 et également à échéance 2050. Il va de soi qu'il y a deux priorités pour tenir ces objectifs, la réduction des consommations, c'est assez évident, et l'augmentation de la production des énergies renouvelables. Ce qui est intéressant dans le schéma que vous avez sous les yeux, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, le territoire arrive à produire, on va dire, 14% localement de la part d'énergie renouvelable par rapport aux consommations énergétiques. Et pour atteindre l'objectif d'ici 2050, il faudrait diminuer de 55% en ordre de grandeur les consommations, ce qui est gigantesque, pour pouvoir compenser, avoir une production d'énergie renouvelable qui soit la plus importante possible, sachant qu'on aura toujours une part d'énergie renouvelable importée, puisque le territoire n'est pas en capacité techniquement et économiquement de pouvoir tout produire sur place. Donc, pour traduire, on va dire, ces objectifs du plan climat et du schéma directeur, la direction de l'urbanisme s'appuie sur son plan local d'urbanisme et a proposé donc une modification 3 de son plan local d'urbanisme qui intègre désormais donc un volet air, climat, énergie renforcé pour pouvoir traduire ces objectifs. Initialement, on était parti sur, on va dire, un document qui était plutôt de l'orientation, donc une orientation d'aménagement et de programmation. Mais les élus nous ont demandé donc à l'automne de renforcer le cadre réglementaire et donc de traduire dans le règlement du futur plan local d'urbanisme ces objectifs air, énergie, climat. Donc il y a une valeur réglementaire qui est la plus contraignante possible. Sachant qu'aujourd'hui, donc ce projet de modification 3 a été transmis à l'autorité environnementale. Il n'est pas applicable aujourd'hui en l'état et il est possible qu'en fonction des futures échéances qui vont arriver d'ici quelques jours, les choses soient remises en cause, en tout cas en question. Donc pour l'instant, c'est un projet de modification. C'est important de vous le dire. Sur le volet énergétique, pour faire très très court, il y a un objectif de réduire les consommations énergétiques. La part la plus simple, c'est de définir des objectifs sur les bâtiments neufs. On avait aujourd'hui un plan local d'urbanisme et son article 15 qui imposait que les bâtiments neufs à vocation d'habitat soient plus performants de 15% que les RT 2012. L'accord qui a été trouvé avec l'ensemble des acteurs, c'est de se dire on peut partir pour les bâtiments à vocation d'habitat et maintenant pour le tertiaire sur un objectif de RT 2012 moins 20%. Et qui se traduit à la fois pour la consommation d'énergie primaire et sur les besoins bioclimatiques. Mais ce n'est pas ce qui nous réunit aujourd'hui. On est plutôt sur la discussion autour du photovoltaïque. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le scénario qui a été bâti pour l'Eurométropole dit que le territoire va devoir autoproduire 44% de ses besoins en électricité d'ici 2050. Sachant qu'on a déjà un talon de production aujourd'hui basé sur le barrage hydraulique sur le Rhin, sur la cogénération qui existe à différents endroits. Et donc, le photovoltaïque constitue, on va dire, le principal gisement d'énergie renouvelable électrique qui soit en capacité d'améliorer ce taux d'autoproduction. Un ordre de grandeur que vous pouvez aussi avoir en tête, même si les chiffres datent un tout petit peu, on a identifié en 2017, on va dire 35 000 m² de surface de panneaux photovoltaïques sur le territoire. Et sachant que d'ici 2050, encore une fois, à la condition qu'on ait réussi à diminuer de 55% les consommations, il faudrait pouvoir installer 66 000 m² par an pendant 30 ans pour tenir les objectifs. Voilà, c'est juste pour montrer, on va dire, la hauteur de la marge qui est devant nous. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a déjà sans doute deux conclusions qui arrivent. C'est que l'habitat ne peut pas porter seul cette ambition et les bâtiments neufs non plus. Donc, il est évident qu'on ne peut pas imputer à l'habitat des objectifs démentiels, démesurés,
qui ne serait économiquement pas viable. Mais on peut aussi déjà en définir une autre conclusion, qui est que par souci de cohérence, on va dire, par rapport à nos propres politiques publiques, on peut très bien se dire que malgré tout, il faut déjà pouvoir imposer le fait de mettre des panneaux photovoltaïques à chaque mètre carré de construction qu'on est en train de développer sur le territoire de l'Eurométropole. Donc la proposition qui a été faite, c'est de se donner les moyens d'atteindre les objectifs du schéma directeur, donc dans le projet de la modification 3 du PLU. Et pour aller directement à l'essentiel et je pense à ce qui vous intéressera le plus, c'est de faire en sorte que les nouveaux bâtiments et les rénovations qui sont soumises à la réglementation thermique globale existante devront produire de l'électricité donc issue des énergies renouvelables dans les conditions suivantes. On a identifié un ratio de 10 watts crête de solaire photovoltaïque minimum par mètre carré de surface de plancher créée. Alors, le ratio a fait débat. Est-ce qu'on en mettait moins? Est-ce qu'on mettait plus? C'est évidemment une surface, c'est un ratio minimum. Rien n'empêche d'en faire plus. Et il y avait aussi la question de savoir est-ce qu'on le conditionnait à la surface de plancher qui était créée, sachant par exemple que Grenoble est parti sur un autre ratio qui était plutôt par rapport à la surface de l'assiette foncière et non pas sur la surface de plancher qui était créée. Donc voilà, il y a déjà des discussions et des options qui sont prises différemment d'une collectivité à l'autre. Il y a un autre point qui est important, c'est que les extensions doivent être conçues désormais de façon à permettre l'installation ultérieure de panneaux. Et ça, c'est un point qui est important. On en discute déjà dès aujourd'hui sur un certain nombre de projets. Il faut pouvoir être en capacité d'identifier comment structurellement et avec quelle surface les projets sont en capacité de pouvoir intégrer ultérieurement ces panneaux. Ça veut dire que structurellement, ils doivent être en capacité de les porter, de les tenir, mais il y a sans doute aussi des anticipations en termes de branchement, de raccordement qu'il faut pouvoir prévoir. Donc voilà, on essaye de faire en sorte que dès la conception, l'ensemble de la maîtrise d'œuvre soit en capacité d'intégrer ces différents éléments. Je ne vais pas vous détailler l'ensemble des cas qui dérogent à ces règles. Si vous avez des questions, je pense que voilà, moi je me tiens à votre disposition pour discuter. Je pense que ce serait plus important d'avoir un échange ensemble avec vous. Donc je vais aller au plus court. Et c'est ma dernière diapo. C'est de se dire que finalement les règles qu'on est en train de mettre en place, elles ont finalement des objectifs multiples. Le premier, c'est que ça adresse un signal à l'ensemble des acteurs de l'urbanisme et de la construction, les aménageurs, les bailleurs qui nous réunissent aujourd'hui, les promoteurs, les architectes, les bureaux d'études, les entreprises, etc. À savoir que le sujet devient conditionnel à la réalisation des projets urbains et non plus optionnel. C'est pas quelque chose on a envie d'intégrer en fonction du contexte, des conditions économiques, etc. Donc voilà, ça devient bien une condition. Et donc pour que ça se passe le mieux possible, il faut que ce soit intégré dès en amont, donc le plus tôt possible dans un projet. Ça, c'est un point important. Le deuxième signal qui est adressé, c'est à la filière photovoltaïque, aux bureaux d'études, aux entreprises, aux tiers investisseurs qui parfois se structurent, de se dire, voilà, sur le territoire de l'Eurométropole, on a des objectifs. Nous, on a créé, tu le sais, Katharina, un réseau d'acteurs qui s'appelle le Pacte au niveau de l'urbanisme, qui réunit plus de 120 participants. Et nous, notre objectif à travers le réseau qui est constitué, c'est de pouvoir coopérer et de faire le lien entre les différents acteurs. Et là, pour le coup, sur le sujet du photovoltaïque, l'ensemble des professionnels de la filière avec les architectes, les promoteurs, les bailleurs, les aménageurs que nous, on connaît très bien, et de faire en sorte qu'on peut faire le pont, on peut faire le lien, on peut faire la coopération entre nous pour pouvoir faire en sorte que ces projets puissent voir le jour et voir même éventuellement les accompagner d'une quelconque manière. On peut toujours regarder comment nous, au niveau de l'Eurométropole, on peut être les plus utiles possibles. Et enfin, voilà, la règle, elle définit bien un ratio et non pas une modalité pour pouvoir être le plus souple possible. On ne dit pas qu'en fonction de ce qui est mis en place au niveau du photovoltaïque, qu'il faut faire de l'autoconsommation, qu'il faut l'injecter. Bref, ça, il y a une liberté évidemment qui est donnée aux acteurs pour pouvoir trouver la meilleure solution possible, faire en sorte qu'il y ait un maximum de souplesse et d'agilité au niveau du territoire. Merci beaucoup, Florian. On passe à la présentation de Jean-Baptiste Compin. Merci, Florian. Merci. Pour ceux qui ont vu la présentation tout à l'heure sur la partie bâtiment public, il y a une bonne grosse moitié de la présentation qui sera identique.
Et là, on va adapter les exemples à des projets de logement et les solutions techniques aux projets de logement. Donc l'objectif, c'est qu'à la sortie de la présentation, toute personne qui a regardé ait conscience à peu près de ce qu'il faut faire ou pas faire en photovoltaïque, enfin, comment se monte un projet et les solutions techniques qui existent. J'ai monté le PowerPoint avec Sébastien Dietrich, qui est mon collègue qui fait le photovoltaïque en termes d'études maîtrise d'œuvre sur Mulhouse, et qui sera avec moi pour tout le long, et puis capable de répondre aux questions avec moi. Donc IMAE, on est un bureau d'études basé à Mulhouse et à Sélestat, on est 14 collaborateurs. On est spécialisé dans les fluides, l'environnement, la thermique. On fait de la construction neuve, de la réno énergétique, de la réno de copro. On a une démarche qui est adaptée à celle de Negawatt, c'est-à-dire qu'on travaille toujours d'abord sur le sujet de l'isolation et de l'efficacité avant de faire du renouvelable. Donc, avant de faire du panneau photovoltaïque, on va quand même se poser la question de comment on isole le bâtiment et si l'on a besoin. On a une politique environnementale en interne. Et puis, on est plutôt du genre à essayer de trouver des compromis avec les clients, donc de discuter. C'est un peu notre façon de faire. Des gens avec qui on a fait du photovoltaïque pour vous montrer qu'on sait faire. Donc, c'est plutôt des installations qui sont situées entre 10 kW et 100 kW. Les opérations au-dessus de 100 kW étant souvent absorbées par des gros opérateurs. On va parler de budget, de technique, de CO2, donc d'émissions carbone d'une installation, de résilience, de recyclabilité du matériel. Donc on va essayer de faire un tour assez général de tous les sujets en 1 heure. S'il y a des questions plus techniques, comme tout à l'heure on a pu en avoir, on verra à la fin. Petite introduction sur le sujet qu'est-ce que l'électricité en France, parce que les gens allument la lumière, mais ils ne savent pas forcément d'où vient l'électricité. Alors à droite, vous avez le bilan en énergie finale français, c'est-à-dire que c'est la somme de tout ce que vous avez au niveau des compteurs d'électricité, des pompes à essence qui comptent le volume de l'essence qu'on vous vend, du compteur gaz que vous avez à la maison. Et à gauche, c'est les ressources primaires qu'on a dû mettre en face pour produire ça. En électricité, on s'aperçoit que pour avoir 38 au niveau des compteurs, il faut produire 103,8 de nucléaire plus 7,1 d'énergie renouvelable. Et le gros paquet de 83,8 qui part vers le haut, c'est des pertes et de la distribution. L'objectif, un des objectifs forts du photovoltaïque en intégration bâtiment, c'est de dire je produis au plus proche de l'usage pour réduire ce volet de pertes. Donc, en faisant de la production d'énergie renouvelable sur site, on arrive à optimiser finalement le rendement énergétique français. En France, voilà la répartition de la production énergétique, 48% en nucléaire. Et donc, si je vais sur le solaire photovoltaïque, il y en a 5%. Ça, c'était les données de 2016. On n'a pas de données plus actualisées que ça aujourd'hui. On va dire données consolidées. Maintenant, le zoom sur la région Grand Est. Dans le Grand Est, le solaire photovoltaïque représente 2,1%. En termes de localisation des types de production, donc les ronds jaunes sont des ronds nucléaires, les ronds de solaire photovoltaïque sont des ronds orange. Donc on voit que le photovoltaïque est plutôt développé dans le sud de la France, que sur tous les axes où on a des gros cours d'eau, donc le Rhin, le Rhône, on a de l'hydraulique. Et puis après, l'éolien et le bioénergie se promènent un peu partout en fonction des caractéristiques des sites. Donc en Alsace et en région Grand Est, on est quand même plutôt hydraulique nucléaire, et puis après un petit peu de solaire. Petit peu. État des lieux en France en 2019. Donc en France, on a 8936 MW d'installés en solaire photovoltaïque, dont 514 dans le Grand Est. Les 514, donc, on le voit sur la partie encadrée, donc c'est les parties rouge, orange et jaune, avec à chaque fois une tranche de puissance différente. Et le vert, c'est les projets en cours de pause ou de développement donc, qui ont été instruits. Et les objectifs que la France nous a fixés sont en gris. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la région ne respecte pas les objectifs qui lui ont été fixés en termes d'atteinte de puissance photovoltaïque. Donc aujourd'hui, on a besoin de faire des installations en relativement gros volume. Ensuite, ça, c'est la répartition des types de production électrique sur une journée en France. Donc à gauche, la journée du dimanche dernier, dimanche 21 juin, et à droite, la journée de mercredi. Vous voyez par type d'énergie, qu'est-ce qui a fourni l'énergie. Donc dimanche à 14h15, on avait 25 000 MW de nucléaire, et le solaire photovoltaïque étant orange juste sous le nucléaire, on avait 5,9 MW.
Donc on est très très loin de déstabiliser la production comme certains peuvent en parler à certains moments. En gris, on en reparlera après, la partie qui est sous le zéro, c'est les exports d'énergie que la France fait. Donc on vend de l'énergie à nos pays voisins. On s'aperçoit que sur la journée de mercredi, on a un peu moins vendu. La puissance photovoltaïque est un peu meilleure, 7,2 mégas. Donc on a 7,2 mégas de production pour 8900 d'installation. Donc on était sur une journée qui était relativement clémente en termes de soleil. On aurait pu encore améliorer un peu si on avait eu moins de nébulosité ou de brume. Ensuite, le graphique qui est là, je voulais vous faire voir les notions de programme d'échanges commerciaux. C'est la partie centrale. On s'aperçoit qu'on envoie beaucoup vers nos voisins. Et il y a une pseudo-raison à ça qui est, on a du nucléaire qui a une puissance forte en continu, donc qui module peu. Donc notre consommation évolue avec des variations, la production est plutôt stable, donc à un moment on a besoin d'un tampon et donc les voisins nous servent de tampon. Et ça de manière très intéressante financièrement parce que l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie sont des pays où l'électricité est à peu près 2 fois plus chère que chez nous. Donc la France, c'est indiqué 17,65, c'est les prix relativement hauts ou les plus hauts qu'on trouve aujourd'hui. L'Allemagne est à 30, donc quand on vend à 30 au lieu de 17, on fait du bénéfice et donc ça nous paye des investissements, du fonctionnement et autres. Donc on a tout intérêt à garder de l'exportation vers nos voisins si on ne veut pas avoir un prix de l'électricité qui augmente et qui s'aligne sur celui de nos voisins. Parce que si on a un prix qui passe de 17 centimes à 30 centimes, qui est peut-être le prix que coûte réellement l'électricité, les énergies renouvelables vont devenir vraiment très très rentables. Par contre, les ménages vont souffrir. Alors maintenant, on attaque le sujet vraiment du photovoltaïque. Qu'est-ce que c'est le photovoltaïque? Donc c'est la production d'électricité. La chaleur, c'est de la production solaire thermique. Donc, 2 choses complètement différentes. Le panneau photovoltaïque, il est composé de cellules photovoltaïques. On va voir 2-3 variantes après, qui sont assemblées avec des électrodes, assemblées sur une couche de verre, avec donc du verre feuilleté et un cadre autour qui va nous permettre de maintenir ces éléments dans un panneau. Dans les types de cellules, on a des cellules polycristallines et des cellules monocristallines. La cellule polycristalline, elle est faite à partir de morceaux de silicium, donc c'est plutôt issu de la réutilisation de panneaux anciens qu'on va renouveler, et puis de la filière électronique sur lesquelles on va redévelopper des morceaux de silicium qu'on va assembler. Aujourd'hui, c'est la majeure partie des panneaux qu'on trouve, monocristallin, polycristallin. Il y a à peu près les deux qui sont utilisés. La monocristalline, elle a un meilleur rendement, mais elle est aussi plus chère. Et donc, en fonction de la gamme de panneaux qu'on va acheter, on va avoir l'un ou l'autre. Ensuite, on a le photovoltaïque amorphe. Donc là, c'est une solution de membrane souple. C'est celle que vous avez tous dans vos calculettes solaires. Et dans tous les petits appareils, vous avez un capteur solaire qui alimente le système électronique. Donc il en existe des versions pour bâtiments. Il y en a eu beaucoup d'installés sur des toitures terrasses pendant une période, puis plus du tout, et puis là, ça revient un petit peu. Le rendement de ces installations est moindre, enfin de ces sources est moindre par rapport aux cellules qu'on a vues avant. Et puis ça reste relativement cher par rapport au rendement. Et des choses qui sont en développement, c'est les cellules photovoltaïques organiques qui sont elles aussi souples. Et le but, c'est de pouvoir développer des produits qui puissent s'intégrer au bâtiment, donc dans les façades, dans les éléments de toiture, dans des éléments décoratifs. Donc pour l'instant, ce n'est pas des choses qu'on a de manière courante. On n'a pas vraiment de produit catalogue, mais c'est des choses qu'on verra arriver dans le futur. Alors, dans les projets de logement, que dit la loi? Alors, la loi énergie-climat, elle concerne les bâtiments de logement qui auraient une composante tertiaire ou commerciale en partie dans le bâtiment, donc des bâtiments mixtes, sur lesquels il y a plus de 1000 m² de tertiaire. Et donc là, quand on fait un projet neuf avec 1000 m² de tertiaire dans un bâtiment mixte, il faut 30% de toiture valorisée en photovoltaïque ou en végétalisation. Donc ça, c'est une obligation. Par contre, elle n'est pas vérifiée dans les logiciels de calcul réglementaires de la RE 2012 ou la RE 2020. Donc ça veut dire que soit le contrôleur technique vérifie que c'est appliqué, soit l'instructeur du permis de construire vérifie. Mais si vous prévoyez un projet aujourd'hui en neuf où il y a plus de 1000 m² de tertiaire, il faudra du photovoltaïque ou de la végétalisation obligatoirement, quelle que soit la zone géographique.
Ensuite, on a le décret tertiaire, c'est exactement la même chose, c'est si vous avez plus de 1000 m² de tertiaire dans le bâtiment. Le photovoltaïque en vente totale n'est pas valorisé, par contre il est valorisé en autoconsommation parce qu'il fait réduire la consommation. Donc ce décret tertiaire, il l'oblige à faire des réductions des consommations d'énergie de 40% d'ici 2030 et 60% d'ici 2050. Donc si vous avez un projet qui intègre des parties tertiaires, il y a un vrai sujet de prospective à étudier et qui sera obligatoire avec des saisies en ligne sur la plateforme Opérant, sur votre plan d'action et plan d'action d'économie d'énergie et un suivi des économies réelles. Ensuite, dans le 9, donc aujourd'hui on est concerné par la RT 2012, et donc la RT 2012 intègre le photovoltaïque jusqu'à 12 kWh EP, ça veut dire énergie primaire par mètre carré et par an. C'est-à-dire vous pouvez mettre une installation photovoltaïque énorme, mais pour compenser par exemple un manque d'isolation ou un système technique peu performant, mais il ne sera valorisé qu'à hauteur de 12 kWh EP par mètre carré. Le but, c'est d'éviter justement de faire des bâtiments passoires qu'on compenserait par du photovoltaïque. Pour les bâtiments dans l'existant, dans la rénovation, il n'y a pas d'obligation. Donc le photovoltaïque est pris en compte, mais il n'est pas obligatoire à ce stade. Alors comment est composée une installation? Donc vous avez des panneaux photovoltaïques. Vous pouvez avoir, entre parenthèses, donc les éléments entre parenthèses sont des éléments que vous pouvez ou pas avoir. Ça dépend des cas et des typologies. Donc des optimiseurs de puissance. Le but de ces optimiseurs, c'est en cas de présence de masques ponctuels, une ombre portée à un endroit ou une installation un peu défavorable sur une certaine zone, de pouvoir optimiser la puissance de chacun des panneaux, parce que si vous avez un seul panneau qui a une ombre dans une ligne et qu'il n'y a pas d'optimiseur, c'est toute la ligne qui est défavorisée. C'est un peu comme quand on a des piles dans un appareil, s'il y a une pile dans un groupe de 4 qui est foutue, bah les 4 piles vont perdre. Donc l'optimiseur, il est là pour compenser des éventuels décalages. Il a un autre avantage, c'est qu'il est là aussi pour permettre un suivi à distance panneau par panneau, donc vous pouvez voir si un panneau est foutu ou s'il a un problème. Ensuite, vous avez des coffrets de coupure qui doivent être positionnés au plus près des panneaux, notamment pour pouvoir couper la production électrique lorsqu'on fait une intervention sur le réseau électrique du bâtiment. Donc si vous avez une résidence et puis que vous devez faire des travaux sur un disjoncteur d'un logement, par exemple, un disjoncteur principal, vous allez couper le coffret Enedis, mais il faudra aussi couper le photovoltaïque, parce que sinon le photovoltaïque pourrait alimenter le bâtiment. Ensuite, vous avez des connecteurs. Vous pouvez avoir des batteries dans le cas de sites isolés. Et ensuite, des onduleurs. Donc les onduleurs sont là pour transformer le courant continu produit par les panneaux en courant alternatif qui est utilisable par nos appareils courants. Si vous avez un logement du genre un chalet en haut des Vosges non raccordé au réseau électrique, vous pouvez aussi ne pas travailler sur onduleur et travailler uniquement sur batterie et courant continu, parce qu'il existe des frigos à courant continu. Votre ordinateur fonctionne à courant continu si vous choisissez le bon transformateur, votre transformateur fait du courant continu, et tous les appareils électroniques fonctionnent en courant continu. Donc on pourrait très bien fonctionner en courant continu sur des sites isolés. Ensuite, vous avez un autre coffret de coupure au niveau de l'onduleur et après le compteur concessionnel. On va regarder les différents types de poses de panneaux. Vous avez un premier type, c'est l'intégration en toiture. Donc c'est une spécificité française, quasiment personne d'autre ne le fait. Tout le monde fait plutôt le slide qu'on verra après, la surimposition. L'idée, c'est que les panneaux sont montés directement sur la charpente via un système d'intégration qui intègre des bacs, des rails, des éléments de joint spécifiques. Et donc c'est votre panneau et votre installation qui fait l'étanchéité de la couverture. Donc c'est très bien valorisé sur certains projets, ça plaît beaucoup aux architectes des bâtiments de France. Par contre, ça a quand même un problème, c'est que c'est le panneau qui fait l'étanchéité. Donc en cas de problème, vous êtes sur une assurance de couverture. Donc votre installateur n'est plus électricien, mais il devient aussi couvreur. Vous avez des risques en termes d'incendie parce que le panneau est proche de la charpente. S'il y a un problème électrique, vous êtes très proche du bois. Alors que si vous êtes en surimposition, vous avez une tuile ou un bac acier ou une ardoise qui fait la séparation entre le problème électrique et l'isolant et la charpente. Et ça pose un problème de ventilation des panneaux parce que le panneau a un rendement qui s'améliore au fur et à mesure que sa température baisse. Donc le fait d'intégrer les panneaux directement dans la toiture baisse la qualité de la ventilation et donc baisse un peu le rendement. Ensuite, vous avez la surimposition toiture. Donc là, on vient mettre des pattes qui vont chercher sous les tuiles pour aller chercher la charpente. Sur ces pattes, on vient fixer des rails et sur ces rails, on fixe des capteurs.
Donc là, il y a une ventilation qui s'opère sous le panneau, qui est en fonction des types de supports et des pattes, entre 10 et 20 cm. Et c'est compatible avec les tuiles, les ardoises, le bac acier, le zinc, donc à peu près toutes les couvertures qu'on a aujourd'hui. Ensuite, beaucoup de résidences ont quand même des toitures terrasses, donc on peut faire du panneau sur la toiture terrasse avec différents types de solutions. La solution qu'on va privilégier, c'est la solution centrale, je ne sais pas si vous voyez ma souris, oui, on la voit, où vous avez des plots qui sont soudés à l'étanchéité. Donc on voit un plot en exemple ici. Donc le plot a une membrane soudable qui vient être fixée sur le bitume. Donc le support fait corps avec l'étanchéité. Et ensuite on vient fixer des rails. Et il existe des rehausses qui nous permettent de créer des pentes de toiture en fonction de l'inclinaison qu'on veut donner. Et les panneaux sont fixés directement dessus. Donc là, c'est le lot étanchéité qui peut être en charge de poser les supports. Et ensuite, le photovoltaïque vient mettre ses rails. Ensuite, les trois autres versions sont des solutions non solidaires de l'étanchéité. C'est-à-dire que vous faites l'étanchéité, vous venez poser le système par-dessus. Donc il y a des systèmes de rails qui sont, on le voit à droite avec la dallette, qui sont lestés en fonction de la charge au vent nécessaire. Des bacs en plastique qui sont lestés, des plots en béton qui sont lestés. Donc on a tout un tas de solutions, avec le risque qui est qu'il y a toujours une dilatation des produits. Donc les rails et les panneaux ont une dilatation, et donc il peut y avoir un frottement qui se fait sur l'étanchéité et potentiellement une dégradation accélérée de l'étanchéité sur les points de support. Donc on utilise ces solutions-là uniquement quand il n'y a pas d'autre solution et quand l'étanchéité est existante et qu'on ne veut pas s'amuser à la refaire. Donc le cas typique d'une membrane bitume bicouche qui aurait été remplacée dans les entre 5 et 10 ans. On sait qu'on ne va pas y toucher avant 30 ans, donc on pose en version lestée sur toiture. Par contre, si vous avez un projet de remplacement de l'étanchéité, réisolation, autant partir sur les plots soudés. Notamment parce que cette version-là représente 15 kg par mètre carré de surcharge, alors que les autres, beaucoup plus. Pour les cas où vous avez une toiture légère, alors il y en a peu souvent en projet de logement, et où on ne peut pas surcharger, sinon il faut renforcer la charpente, on peut quand même faire du photovoltaïque avec une solution de membrane, qui là ne marche que sur du bicouche. Et donc, on vient poser des membranes avec de la cellule amorphe dessus. Et la surcharge est ici de 2,5 kg par mètre carré, ce qui correspond à peu près à la marge ou à la tolérance d'un calcul structure de l'existant. Donc, ça ne décharge pas forcément de faire un calcul structure pour valider que le bâtiment ne va pas s'écrouler, mais ça n'impose pas forcément de faire un renforcement. Par contre, l'isolant doit être de classe C minimum, on a des pentes minimum imposées et puis un entretien obligatoire. Ensuite, on est de plus en plus obligé de mettre des garde-corps sur les toitures terrasses pour sécuriser ces toitures. Un des moyens de rendre ça intéressant, c'est de mettre en place des garde-corps solaires photovoltaïques où les panneaux donc, sont intégrés dans le garde-corps directement. On peut idéalement les placer plutôt au sud, éventuellement en est et ouest si on fait de l'autoconsommation. Par contre, au nord, ils ne servent pas forcément à grand-chose. La question, c'est comment se fait l'intégration architecturale sur un projet où il y a des garde-corps à image variable. Alors, là, l'exemple de Dany Alu, il propose le même garde-corps en photovoltaïque et non photovoltaïque. Donc, le même principe de support, il y a juste le panneau qui s'ajoute. Et ensuite, un type de projet qui nous paraît vraiment intéressant, c'est la création de surtoitures. Là-dessus, j'ai un détail un peu plus évolué en explication. Le but, c'est de pouvoir créer un comble ventilé et donc de protéger la toiture. Alors, on crée des gains en confort d'été parce qu'on n'a plus de rayonnement solaire direct sur l'étanchéité. Et puis, c'est un gros intérêt sur le cas où l'étanchéité existante est amiantée parce qu'on peut éventuellement se passer du désamiantage. Alors, à gauche, une version de projet classique ou on va dire habituelle serait de dire vous avez une toiture terrasse existante, je veux la rénover, faire du photovoltaïque. Je vais la désamianter. Ensuite, je vais déposer l'isolant à l'étanchéité, donc ils sont souvent en bitume et en polyuréthane, donc je mets tout ça à la poubelle. Ensuite, je repose un pare-vapeur en bitume. Ensuite, je mets un isolant qui souvent va être un polyuréthane pour des raisons de prix et d'épaisseur. Ensuite, je mets une membrane bicouche en bitume. Ensuite, je vais mettre des plots soudés. Ensuite, je mets les panneaux. Et puis, il faut en même temps, idéalement, que je rénove, parce que beaucoup de résidences qui sont compatibles avec ce type de projet ont les descentes d'eau usée intérieures, elles sont à rénover, donc on se compte le budget de toutes les descentes eau usée, et puis on se compte l'ajout de tous les garde-corps périphériques.
Ça nous fait un budget qui est relativement important. On met quand même beaucoup de matériel à la poubelle. Et puis, s'il y a du désamiantage, on se paye des frais de désamiantage. Et l'idée qu'on essaie de développer en ce moment, c'est le projet à droite, c'est une surtoiture. Donc, on ne fait pas de dépose, on ne fait pas de désamiantage de l'existant. On fait des fixations ponctuelles de charpente. Donc, il y a une intervention en sous-section 4 pour fixer la charpente à la structure béton de l'existant. Mais donc on fait de la sous-section 4, on ne fait pas de désamiantage complet. Ensuite, on pose une charpente bois, alors qui peut être une charpente réalisée avec du bois local. Donc, on est vertueux en termes d'économie locale. Comme on a gardé l'isolation existante et l'étanchéité, donc on n'a pas de problème de support, on peut poser une isolation ouate de cellulose de forte épaisseur. On fait un chemin technique pour accéder aux équipements qui sont existants. On pose les panneaux en intégration, donc ça veut dire qu'on va poser les panneaux au-dessus de la charpente et ils vont faire l'étanchéité. Et on a moins de crainte sur les pathologies intérieures parce que si jamais l'intégration de ces panneaux venait à être dégradée, l'eau de pluie viendra tomber sur la ouate de cellulose, mais qui, en dessous, a quand même l'étanchéité existante. Donc, on remplacerait de la ouate de cellulose, mais on n'a pas de litige dans le logement. Ensuite, comme on crée de la hauteur, il faut créer des bardages sur les parties verticales. Il faut ajuster les équipements de ventilation, les équipements de désenfumage, comment on crée les sorties des enfumages, des choses comme ça. On peut créer des débords de toiture, donc ça veut dire que la toiture photovoltaïque peut déborder de la façade et faire de la protection solaire pour les derniers logements. Et surtout, on peut sortir les eaux de pluie du bâtiment, donc faire des gouttières et faire des descentes de pluie en façade. Donc on s'économise la rénovation des descentes eaux usées, des descentes de pluie qui sont intérieures, qui sont toujours très compliquées à remplacer, chères, et puis qui ne sont pas très bien acceptées par les locataires ou les copropriétaires. Alors en termes d'image, on a un exemple, alors ce n'est pas de la rénovation, c'était un projet neuf, les Héliades qu'on a fait au toit vosgien, à Saint-Dié avec le toit vosgien, où on a un comble technique, avec une surtoiture photovoltaïque qui déborde et qui est une toiture totale. On a fait des estimatifs sur projet. Donc en bleu, on a la variante classique, c'est-à-dire que j'investis dans ma toiture, donc je fais désamiantage en orange, bleu sans désamiantage, toiture non amiantée. Donc là, je fais un investissement je rénove mon étanchéité, je la réisole, et après j'ai mon coût de consommation qui est constant. Si je fais du photovoltaïque sur ma toiture, je coûte plus cher à l'investissement parce que je mets quand même plus de matériel. Par contre, le revenu lié à la vente de photovoltaïque fait que mon bilan devient intéressant au bout de 9 ans si ma toiture est amiantée ou 17 ans si ma toiture n'est pas amiantée. Donc, c'est un projet de recherche qu'on a en cours, qu'on aimerait développer. Si jamais un maître d'ouvrage ou un architecte ou un bailleur qui est dans la conférence a envie de se lancer, on est prêt à vous accompagner. Ensuite, comment on fait les installations? Il y a un point qui est très facile et comparé à beaucoup de sujets, c'est le calpinage des modules. Tous les modules de tous les fabricants font à quelques centimètres près la même dimension, c'est-à-dire 1 mètre par 1,60 m, donc on peut les mettre en portrait ou en paysage. Et en phase de conception, on peut dessiner des choses très précises, très vite, lancer un appel d'offres et avoir des variantes d'entreprise sans que l'implantation en toiture ou le permis de construire change. Donc ça, on peut déposer un permis avec du matériel qui ne pose aucun problème en termes de variantes. Ensuite, on étudie les masques solaires, donc les masques qui sont liés à l'espace, donc au relief, aux arbres, donc c'est le graphique au-dessus qui donne un exemple. Le gris, c'est toute la zone qui sera masquée du soleil. Et puis on peut intégrer les bâtiments également. Donc ça, le relief, on peut l'intégrer automatiquement avec le point hygiène dans le logiciel. Pour les bâtiments, on est obligé de faire un relevé, sachant que ce relevé dépend de si on est au sol ou si on fait la toiture sur un bâtiment qui fait 4 niveaux, on n'aura pas le même relevé de masque. Ça joue parce que quand on est dans un fond de vallée comme en haut à droite, le soleil quand il se lève plus tard que dans la plaine où c'est plus large, et il se couche plus tôt. D'autres masques qu'il faut anticiper, c'est la présence d'une cheminée par exemple, parce qu'on voit que là, à peu près un tiers de l'installation est masqué par cette cheminée. Les différents types de raccordement, alors on peut autoconsommer l'énergie produite. Alors, dans les maisons, c'est relativement facile, bien que je vous invite à vous poser la question de savoir tout de suite maintenant quelle serait la consommation d'énergie que vous avez chez vous. Alors, en ce moment, je peux vous dire chez moi, j'ai une box téléphone qui tourne, qui fait à peu près 10 watts, j'ai un frigo qui tourne, qui fait 120 watts, j'ai une VMC qui fait 40 watts en pleine puissance, et c'est tout. Et 3-4 veilles, et donc là, tout de suite maintenant, j'ai moins de 150 watts qui fonctionnent en continu. Un panneau fait à peu près 300 watts, donc si je veux faire de l'autoconsommation totale et ne rien envoyer sur le réseau, un logement, ça représente 1 à 2 panneaux. Donc ce qu'a présenté l'Eurométropole tout à l'heure, la personne de l'Eurométropole, je trouve que c'est intéressant
fait, si on fait un ratio moyen sur du logement, ça ferait 2 panneaux par logement. Et donc, ça semble logique vis-à-vis d'un profil en autoconsommation pour lisser les consommations de jour. Ensuite, si on fait une installation plus grosse, on peut vendre le surplus au réseau. Alors, il n'est pas valorisé économiquement de manière très très intéressante, mais on peut valoriser économiquement le surplus. Et si on fait une installation ensuite un peu plus grosse, on peut faire de la vente totale. Alors, ça peut aussi être adapté à, vous avez un garage par exemple sur une résidence, vous voulez faire une installation sur ce garage, vous pouvez faire une installation en vente totale qui n'est pas du tout valorisée en autoconsommation parce que les garages ne consomment rien. Et donc on crée un compteur de vente qui va permettre de valoriser l'énergie produite. Alors un exemple en vente totale, c'est une résidence sur laquelle on a travaillé à Mulhouse. On la voit quand vous passez, il y a la voie ferrée qui est ici. Donc à gauche, vous allez à Strasbourg, et à droite, vous arrivez à la gare de Mulhouse. Et donc là, avec les différentes toitures qui sont équipées, il y a une installation qui fait 99 kW. Le bâtiment pour 38 logements est raccordé avec un raccordement de 120 kVA, donc on est conforme, il n'y a pas eu à faire de surcoût lié au raccordement. Et donc les acquéreurs, ils ont acheté des logements dans une copropriété avec une installation collective. C'est-à-dire quand vous faites votre prêt, vous achetez votre surface de logement, votre surface de commun, et une part de l'installation photovoltaïque, et donc la part de l'installation photovoltaïque, elle est calculée en fonction des tantièmes. Et les revenus de la vente viennent réduire les charges de la copropriété. Donc là, la vente, je n'ai pas vérifié, mais dans l'étude, on était à peu près à 14 000 € de revenus par an pour cette installation. Donc ça fait 350 € par logement qui viennent en pondération sur les charges. Comme on a une chaufferie collective, un petit peu d'espace vert, c'est absorbé, mais donc ça permet d'imaginer de réduire des charges sur des résidences. Pour les bailleurs sociaux, il peut y avoir un intérêt à faire ça pour des résidences où vous avez beaucoup d'impayés, parce qu'en fait, ça va venir lisser un peu le bilan financier de votre opération, parce que les budgets d'investissement sont toujours décalés des budgets de fonctionnement. Ensuite, si vous voulez faire de l'autoconsommation, alors l'autoconsommation, il faut qu'il y ait un usage électrique en face de la production électrique. Alors, on ne voit pas bien sur le slide, hein. J'essaie de revenir dessus. Les courbes, on a essayé d'en récupérer des très récentes, on n'a pas réussi. Donc là, c'est Texol qui nous a retransmis des courbes qu'ils ont fait. On le voit sur deux bâtiments de 20 logements. On s'aperçoit que le seuil de consommation des communs, parce que donc on parle bien de l'autoconsommation sur des communs, on plafonne à 400 watts tout le temps. Et puis après, il y a des pics qui montent à 600 watts. Et ça, ces pics, ils correspondent à l'utilisation de l'éclairage dans les communs et puis de l'ascenseur. Donc 400 watts, si on met 2 panneaux, on sera OK pour faire l'autoconsommation. Une installation sur un bâtiment où il y a peu de consommation, comme juste de l'éclairage, un interphone et 2-3 choses comme ça, l'autoconsommation devient très compliquée. Le deuxième bâtiment, pareil, 20 logements, on consomme 550 watts. Pareil, 2 panneaux et on sera OK en autoconsommation. Alors après, les consommations vont évoluer en plus, parce qu'il y a beaucoup de résidences de logements où les parkings sont mal éclairés et sont éclairés en continu. Et tous les projets actuels, c'est du relamping, donc on passe en LED, on met des détections de présence, donc en fait, il n'y a quasiment plus de consommation en continu. La seule consommation qui ferait que ça augmente, c'est l'ajout de bornes de recharge véhicules électriques, tout simplement parce que les gens ne sont pas forcément absents la journée. Les horaires de travail ont beaucoup évolué, donc il y a des gens qui chargent les voitures quasiment tout le temps dans la journée. Donc, un enregistrement actualisé, une fois qu'il y a les bornes de recharge, pourrait permettre de voir ce que ça donne. Après, le potentiel d'autoconsommation sur les parties communes n'est intéressant. On va dire que si vous avez des caissons de ventilation collective qui consomment de manière importante, des pompes de bouclage d'eau chaude, et puis beaucoup de véhicules. Jean-Baptiste, oui. il y a une question. Quand vous parlez d'autoconsommation, vous parlez d'autoconsommer dans le socle de base constant dans le temps, c'est ça? Oui. Oui, parce que sinon, il va falloir faire de la vente de surplus ou du rejet de surplus gratuitement. C'est-à-dire que si je fais plus que 2 panneaux, je vais avoir une production électrique qui sera toujours supérieure à ma consommation et donc je vais passer mon temps à envoyer de l'énergie gratuitement ou presque gratuitement sur le réseau. Donc sur des communs, là on parle bien de l'autoconsommation sur les communs. Ok, merci. Ensuite, il y a un dispositif qui s'appelle l'autoconsommation partagée ou collective. Donc là, l'idée, c'est je mets une installation sur mon toit, j'ai un onduleur, j'ai un compteur de production, j'ai des compteurs de consommation qui sont les compteurs des logements, et j'ai le réseau. Et le réseau, il se met à fonctionner en double sens.
Et je vais avoir une clé de répartition qui est calculée dans une convention avec Enedis, où on va dire tel logement et tel logement vont autoconsommer de l'électricité. Et donc, toutes les 10 minutes, Enedis fait un relevé avec ses compteurs et regarde la production et les consommations. Les 10 minutes suivantes après, ils recommencent. Et donc, ils équilibrent par pas de temps de 10 minutes l'autoconsommation photovoltaïque. Donc, c'est une vente totale avec une répartition financière de l'autoconsommation. Et ça, le côté intéressant, c'est qu'on peut le faire tant qu'on est dans l'emprise d'un transformateur. C'est-à-dire que si vous avez 4 bâtiments branchés sur un transformateur, vous pouvez mettre le photovoltaïque sur un bâtiment et autoconsommer sur les 4 voisins. Donc, ou pareil, si vous avez, je sais pas, une grange dans un village, on peut faire une installation sur une grange et payer de l'autoconsommation sur différents logements à côté, ou bâtiments, ou tertiaires, ou autres à côté. Donc ça nous permet de faire des installations de plus grosse puissance. Et surtout, le coût du kilowattheure valorisé est hyper intéressant parce qu'en fait, vous allez pondérer votre production, compenser un kilowattheure que les gens achètent. Donc si vous achetez le kilowattheure à 15 centimes, vous allez pouvoir rémunérer ou économiser du 15 centimes. Alors que si vous faites de la vente, vous serez souvent sur des tarifs inférieurs, si vous faites de la vente totale. Donc, c'est intéressant. Par contre, le montage administratif est pour l'instant très très lourd. Alors, il y a une copropriété à Saint-Louis qui s'est lancée, sauf qu'ils ne sont pas sur le territoire Enedis, ils sont sur le territoire EBM, donc il n'y a pas de Linky, donc en plus ils ont rajouté des compteurs en direct. Je pense qu'ils vont faire une visite bientôt parce que la pause va se faire bientôt. Il y a un sujet intéressant à suivre. Mais donc, des projets d'autoconsommation collective comme celle-là, nous on en a étudié 2, c'est 2 projets qui sont en stand-by, donc si jamais vous avez une résidence sur laquelle vous voulez essayer de le faire, on a déjà avancé sur le sujet, on est assez motivé là-dessus aussi. Et ensuite, il y a les batteries virtuelles. Donc là, l'idée, c'est de mettre des panneaux sur le toit, de faire un contrat équivalent à l'autoconsommation avec vente du surplus, sauf que tout le surplus n'est pas vendu. En fait, le surplus est utilisé pour stocker dans une batterie virtuelle. Donc, c'est le réseau électrique qui sert de batterie. Donc, en réalité, c'est vos voisins qui vont consommer votre énergie. Et lorsque vous ne produisez plus ou que votre production est inférieure à votre consommation, vous allez vider votre batterie virtuelle. Donc, en fait, c'est comme un compte bancaire en ligne. Vous allez vider la batterie. Et une fois que la batterie est vide, vous achetez de l'électricité classique. Donc, ça, on va dire, c'est une version administrative de l'autoconsommation. Qui permet de faire un projet assez rapidement aussi. Ils ont imaginé dans la même déclinaison... Il y a une question de Thalie. Est-ce qu'elle peut te la poser maintenant? Oui. Oui, bonjour. Petite question par rapport à l'autoconsommation collective. Comment le fournisseur d'énergie arrive à anticiper pour de la construction neuve des futurs bâtiments qui vont arriver par rapport au comportement des futurs usagers, à leur puissance, aux clés de répartition? Comment en fait on peut anticiper est-ce qu'il faut avoir connaissance de tous les maîtres d'ouvrage qui seront déjà présents ou pas? Enfin, qui seront sur l'opération ou pas? Alors, j'avais commencé un projet de 16 logements à côté de Mulhouse avec de l'autoconsommation collective. Donc, Enedis était encore au balbutiement de leur contrat. En fait, ils ont des modèles équivalents logement. Donc, ils vous demandent si vous avez une VMC individuelle ou collective, si vous avez du chauffage électrique ou pas, si la cuisson électrique ou pas. Et sur cette base-là, ils ont des courbes standards de consommation. Donc, eux, ils ont un profil. Donc, de leur côté, ce n'est pas vraiment un problème. Par contre, ce qui est compliqué, c'est dans la convention, parce qu'aujourd'hui, cette convention autorise, par exemple, que seulement, je sais pas, 3 logements sur les 7 soient intégrés dans l'autoconsommation. C'est-à-dire toute la copropriété ou toute la résidence n'est pas obligée d'adhérer. Et c'est là que ça devient un peu compliqué à monter, notamment en cas de vente du logement, de changement de locataire. Donc, bon, pour moi, c'est pas encore optimisé. Et dans le cadre des projets neufs, pour l'instant, c'est à chaque fois que vous allez attaquer un projet, il faut prendre rendez-vous avec le contact Enedis. Il y a un contact spécifique dans le Grand Est qui ne fait que ça, ou quasiment que ça. Enfin, on a un contact direct et qui lui va vous orienter sur la convention qui marche et le modèle de convention pré-rempli. Parce que jusque-là, nous on remplissait les conventions tout seul, et maintenant il commence à aider à le faire.
pardon Jean-Baptiste, c'est Oui. simplement, je me dis, quand un aménageur souhaite développer ce type de choses, enfin, d'autoconsommation collective, enfin, j'ai entendu en fait des collègues sur la ZAC des Bastides à Bordeaux, où il y a un gros projet comme ça de pose de panneaux photovoltaïques pour faire de l'autoconsommation collective. Le problème de l'aménageur, c'est d'anticiper sur les futures consultations. On ne sait pas qui sera désigné finalement, qui seront les futurs maîtres d'ouvrage. Et donc vous-même, vous dites finalement que même pour un bâtiment donné, tous les logements peuvent ne pas adhérer à la convention. Donc Oui. comment est-ce que finalement dans le modèle économique, on s'y retrouve ? Dans le modèle économique, on s'y retrouve en prenant le fait qu'on va produire du kilowattheure qui sera vendu à X consommateurs, mais effectivement, théoriquement, il faudrait pré-identifier les consommateurs. Après, ça peut être écrit je pense que ça peut être écrit dans le règlement de copropriété, que les copropriétaires, dans le cadre d'un projet neuf, seront obligés d'adhérer à la convention. Mais on entre dans un sujet où, pour l'instant, il y a peu de retours d'expérience. Et on se heurte à Enedis qui n'est pas forcément capable de répondre à tout aussi. Donc là, vous cherchez finalement des sites encore pour expérimenter. Pour moi, de notre côté, on est encore à l'expérimentation sur ce sujet-là. Dans le Grand Est, il y a un projet à Saint-Louis qui n'est pas chez Enedis. Donc le contrat, ils l'ont fait sur la base du contrat Enedis et un peu en sous-marin. Moi, je demande à expérimenter le modèle Enedis. Ouais. Mais c'est sûr que dans un cadre comme une ZAC du Danube où vous lancez sur l'aménagement de 25 projets de promoteurs, c'est un peu compliqué d'anticiper. Mais par contre, Enedis, je pense que si vous allez les voir, ils seront assez moteurs pour vous suivre et vous accompagner. Donc, je prends la suite. Les tarifs d'achat d'énergie. Alors, si vous êtes en autoconsommation totale, le tarif de l'énergie, finalement, correspond au coût de l'achat de l'énergie électrique en journée, parce que vous allez substituer ce que vous achetez. Donc, si vous achetez l'énergie à 15, vous substituez du 15. Si vous achetez 6, vous vendez 6. Enfin, vous substituez du 6. Si maintenant, vous faites de la vente totale, c'est le tableau de gauche. Donc, le prix du kilowattheure acheté varie en fonction de la puissance et du type d'intégration. Et donc varie de 10,51 à 18,53. Si vous faites de l'autoconsommation avec vente du surplus, on a une prime fixe qui est calculée en fonction de la puissance de l'installation. Et ensuite, donc vous autoconsommez, donc tout ce que vous autoconsommez, c'est de la substitution de l'énergie que vous achetez. Et tout ce qui est vendu à 10 centimes pour les installations inférieures à 9 kg et 6 centimes pour les installations de puissance supérieure. Ce n'est pas très intéressant économiquement, il faut avoir beaucoup de surplus pour que ça commence à être intéressant. La maintenance, donc il y a une maintenance à faire avec l'inspection électrique, du suivi électrique, des vérifications de connexion. Elle peut se faire partiellement à distance, c'est-à-dire qu'on peut avoir un télésuivi qui nous permet d'anticiper des actions de maintenance. Et le vrai sujet, c'est la pollution de l'air qui va salir les panneaux. En plein centre-ville, ça peut être les pigeons, ça peut être plein de choses qui vont opacifier votre panneau et donc dès qu'il est opacifié, vous perdez la production. Il y a notamment dans les installations agricoles, par exemple, ils se mettent à brumiser de l'eau sur les installations pour les rafraîchir, donc pour optimiser leur rendement, mais ça permet aussi d'éviter, quand il y a un peu de pente, l'accroche de poussière. Ça n'empêche pas tout, mais ça permet d'aider un peu. En termes de coût, c'était 15 à 30 euros par kilowatt et par an. Le coût de la maintenance, c'est une valeur moyenne. Ensuite, est-ce que ça se recycle? Donc, quand vous achetez un panneau, a priori, dans la plupart des panneaux aujourd'hui, le fournisseur a souscrit à ce qui s'appelle PV Cycle, et donc dans l'achat de votre panneau, vous avez déjà payé son retraitement. Donc, quand le panneau est récupéré, il est envoyé dans une usine dans le sud de la France où il est démonté, recyclé. Donc, le panneau est bien recyclable et recyclé. À moins que, si vous l'emmenez à la déchetterie classique, je ne suis pas sûr que toutes les déchetteries aient un point de retrait, mais par contre, si vous avez une déchetterie avec la benne PV Cycle, ça marchera. Ensuite, le bilan CO2. Donc, il y a eu pas mal de sujets sur des études qui disaient que le photovoltaïque n'était pas rentable et qu'on dépensait plus d'énergie pour le produire que ce qu'il allait rapporter. Donc, là, on fait un petit chapitre sur des données qu'on a récupérées sur des fiches, donc fiches FDES, fiches de déclaration environnementale et sanitaire,
Dans les systèmes techniques, ça s'appelle des fiches PEP, qui sont disponibles sur le site de l'INIES, INIES, sur lesquelles le bilan carbone d'un produit ou d'un matériel est fait. Et vous avez différents indicateurs. On a ciblé l'étude sur le réchauffement climatique, donc l'impact CO2, et sur l'énergie primaire, donc des kilowattheures ou des mégajoules. On a comparé donc plusieurs marques et modèles de capteurs. Donc là, on regarde l'impact carbone donc en kilos de CO2 par mètre carré de capteur. Donc Voltec, donc un panneau de chez Voltec, un panneau de chez SunPower, donc 2 panneaux français et des panneaux asiatiques. On s'aperçoit déjà qu'il y a des éléments d'analyse qui ne sont pas intégrés chez tout le monde, notamment l'étape d'installation, ici, qui est prise en compte chez Voltec, mais qui n'est pas prise en compte chez les autres. Je ne sais pas vous dire pourquoi. On s'aperçoit que la fabrication est relativement identique en Europe et relativement identique dans les différents modules en Asie. Mais par contre, il y a quand même un facteur 2 en termes d'émissions de CO2. Et ça, c'est principalement lié au fait qu'en France, on a de l'énergie nucléaire avec un niveau d'émission du CO2 en électricité qui est faible. On regarde maintenant l'énergie grise, donc les kilowattheures par mètre carré. On a à peu près la même conclusion, 2 fois moins d'énergie grise sur les panneaux français que sur les panneaux asiatiques. Donc là, on se dit, tiens, il y a quand même eu des efforts de fait sur le système de production énergétique et de production de panneaux. Donc, on dit que les usines asiatiques sont peut-être moins vertueuses ou moins efficaces. Par contre, on a toujours 2 pavés ici, installation et utilisation, qui sont pris en compte chez Voltec et qui ne sont pas pris en compte chez les autres. Donc ça, ce serait à voir comment faire pour harmoniser les analyses. Mais bon, on se dit quand même que d'acheter des panneaux français, c'est quand même beaucoup plus vertueux d'un point de vue environnemental. Quand on met face à ça la production d'une installation, bah en gros, alors là, l'analyse se fait sur le panneau seul. J'ai eu la remarque sur la conférence tout à l'heure, je n'ai pas les rails, je n'ai pas les câbles, je n'ai pas l'onduleur. C'est sur le panneau seul. Le panneau se rentabilise en 8 mois de production sur les versions françaises et sur 1 an et demi sur les versions asiatiques. Ensuite, on va parler budget. Donc un panneau seul, ça coûte à peu près 150 €. Un optimiseur, ça coûte 50 €. Ensuite, la connectique, les câbles, les coffrets, bah, tout dépend de la taille. Des batteries, c'est entre 2 et 3 500 € pièce. Des onduleurs, tout dépend de la taille. Ça nous amène à peu près des budgets moyens sur des installations simples, sans complexité particulière, de 7 à 8 000 € pour une installation de 3 kg, 15 à 16 000 € pour une installation de 9 kg, 32 à 35 000 pour une installation de 36 kg et 80 à 85 000 pour une installation de 100 kW. Là-dedans, on n'intègre pas de budget d'échafaudage, de budget de charpente à renforcer ou de nouvelles structures à créer. Là-dessus, vous pouvez avoir des subventions en tant que copropriété ou en tant que bailleur social, si vous faites de l'autoconsommation notamment. Donc les copropriétés sont un peu plus valorisées que les copropriétés et bailleurs sociaux sont plus valorisés que les bailleurs privés. Les bailleurs privés, par exemple, n'ont droit à rien sur des installations en vente totale. Là-dessus, je vous invite à aller voir directement sur le site de Climaction où tout le dispositif est très bien détaillé, vous dit ce que vous avez le droit ou pas de faire et comment c'est valorisé économiquement. Ça représente à peu près 20 à 30% d'aide sur le projet. Un exemple d'analyse, donc selon les tableaux que nous demande la région dans le dispositif Climaction, donc pour une puissance installée de 99,8 kg, donc juste avant le 100 kW pour valoriser le tarif d'achat du concessionnaire. On a à peu près là ici 130 000 € d'installation, un raccordement à 5 000. Il n'y a pas de subvention sur ce projet-là, donc on a 135 000 € de dépenses, on a un peu d'assurance, des taxes, et donc un coût total sur 30 ans qui est de 136 900 €. Alors, dans cette analyse-là, il n'y a pas eu de simulation de remplacement de matériel. On pourrait ajouter sur celle-là, et ce qu'on fait maintenant souvent, des remplacements d'onduleurs dans le budget sur 30 ans. La production sur 30 ans, donc c'est la production annuelle multipliée par 30, avec une perte de rendement au bout d'un certain nombre d'années. Et ça nous permet de calculer, ah tiens, il n'a pas marché sur celui-là, le coût du kilowattheure, donc le flux de trésorerie. Et on a, face à ça, un tableau de suivi annuel économique qui nous dit, par exemple, que sur cette installation, au bout de 11 ans, on arrive au temps de retour économique. Donc, tant qu'on est ici, on rembourse l'installation.
Et au-delà, on crée de la valeur. Donc notre installation de 100 kW qui avait coûté 135 000 euros tout compris, a créé 250 000 euros de bénéfices. Alors, il y a une question, Jean-Baptiste. Oui. Ces coûts sont intégrés en bâtiment ou en surimposition? Ce projet-là, c'était sur le slide d'avant. Ah, les coûts ici, c'est des coûts moyens en surimposition. Sur les coûts. Ok, merci. Donc le financement. Alors pour les bailleurs sociaux, il y a différentes solutions. Le fonds propre, le bailleur est propriétaire de l'installation et touche les revenus de la vente. Donc vous dépensez les 130 000 euros et vous touchez tous les revenus annuels. Vous payez la maintenance et ça fonctionne comme un projet normal. Ça marche si vous avez des fonds disponibles et que vous êtes capable de vous endetter. Si vous n'êtes pas capable de vous endetter, vous pouvez toujours valoriser vos toitures via un tiers investisseur, parce qu'aujourd'hui, par exemple, l'Eurométropole impose d'avoir des panneaux sur le toit, mais ne vous impose pas le fait que ce soit vous qui soyez propriétaire. Ce qu'il faut, c'est que le bâtiment soit équipé. Donc, on peut très bien louer la toiture à un investisseur. Quel que soit le type de location de toiture, on est en général sur un montant qui est symbolique, je ne donne pas de valeur, mais on ne génère pas souvent un revenu qui permet de payer un loyer d'un an. Et l'autre solution, c'est le financement participatif. C'est-à-dire que le bailleur va louer sa toiture à une structure qui lève des fonds à l'échelle nationale ou locale à des particuliers, des entreprises, des associations. Donc le but, c'est ici de faire tourner de l'économie locale. Je crois qu'on a un slide sur le participatif après. Pour les copropriétés, plusieurs solutions. L'investissement en fonds propres, c'est-à-dire que les copropriétaires investissent dans l'installation et touchent les revenus de la vente. Alors, il est possible qu'une seule partie seulement des copropriétaires investissent dans la toiture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un immeuble avec 3 cages d'escalier, vous avez 3 clés de répartition pour que si vous rénovez la cage A, les locataires ou les propriétaires de la cage C ne payent pas cette rénovation de cage. On peut très bien imaginer qu'on crée une clé pour le photovoltaïque, ce qui fait qu'on n'est pas obligé d'avoir 100% des copropriétaires qui ont les fonds pour aller dans le projet. Autre solution, c'est le tiers investisseur. C'est toujours pareil, on met la toiture à disposition d'un investisseur. Financement participatif local, on peut créer un groupe local d'habitants de la résidence, du quartier et de la commune, au même titre que pour les bailleurs, qui va investir dans l'installation et qui va louer la toiture. Donc c'est aussi un tiers investisseur, mais simplement, ici on ne sait pas forcément qui c'est, ça peut être un groupe international, alors que là c'est vraiment du projet local. Ou alors le participatif à grande échelle. On a 2 slides qui parlent de ça après. Donc, à l'échelle locale, il y a une dynamique qui a été lancée par la région qui s'appelle Grand Est Énergie Citoyenne, donc le GECLAIR, qui a pour but de monter des projets citoyens photovoltaïques. Donc, on intègre des habitants, des collectivités, des associations, des entreprises, tous ceux qui veulent participer au projet, qui crée une société de projet d'énergie renouvelable, qui va investir dans la toiture et qui va toucher les bénéfices de la vente d'énergie. Ces bénéfices peuvent être soit redistribués aux sociétaires, soit servir à financer d'autres projets. Le gros avantage que je vois là, c'est que en tant qu'habitant d'un territoire, on est toujours intéressé à ce qu'il y ait des projets de l'économie et on ne sait pas forcément en tant que particulier comment les valoriser parce qu'on n'a pas forcément un montant fou pour faire une installation. C'est-à-dire que si vous avez même 500 euros, je crois que chez la plupart des projets, on peut même commencer à 100 ou 150 euros. Vous pouvez investir dans une partie d'installation. Et donc, vous participez à votre petite échelle dans un projet. Et au lieu d'avoir cet argent qui est placé sur un compte qui est rémunéré à 0,75%, vous avez un projet qui correspond à peu près à 4% de rentabilité. Donc, économiquement, c'est intéressant, ça fait vivre de l'argent. Donc, à développer et vraiment à pousser. L'autre version, c'est quand on ne veut pas s'en occuper, on le met à disposition d'Énergie Partagée, qui est une structure associative, coopérative. Il y a une délégation Alsace, donc il y a 2 sites internet, j'ai mis les liens. Et là, c'est exactement le même objectif, c'est-à-dire de mettre des fonds citoyens à disposition de projets pour faire du photovoltaïque et de la rénovation énergétique. Et vous pouvez cibler le projet sur lequel vous mettez les fonds. C'est-à-dire que si vous décidez de mettre une résidence dans le projet, vous pouvez en assemblée générale dire aux copropriétaires de mettre les fonds chez Énergie Partagée sur votre installation.
Mais donc, conclusion, c'est que si vous avez une toiture à rénover et qu'elle est favorable, il faut dans tous les cas prévoir les panneaux, au moins dans le projet, même si c'est vous qui ne le financez pas. Et si vous faites un montage citoyen, ça crée du lien, de la communication, de l'économie locale. Vous évitez de faire dormir l'argent. Et dans le plan de relance que l'État essaye de faire, ça peut être un vrai sujet de relance. Vous pouvez également le séparer en termes de budget d'opération, c'est-à-dire que je prends un projet neuf, vous pouvez avoir un double projet, c'est-à-dire que l'architecte va prévoir dans son permis de construire le photovoltaïque. Par contre, dans votre budget d'opération ou de financement, le bâtiment est compté dans un budget, le photovoltaïque dans un second budget. Comme ça, vous pouvez faire ça simplement. En rénovation, vous pouvez aussi séparer les deux. Par contre, les votes en assemblée générale sur l'image du projet, l'autorisation en fait, de mettre des panneaux sur la toiture doit être votée. J'ai une question. Si une nouvelle clé est créée pour le photovoltaïque, quitte en cas de revente du logement, l'eau détachée, relativement complexe en cas de sinistre sur la toiture en plus, est-ce que c'est vraiment à envisager? Ben, en fait, je pense qu'on a peur de l'idée que c'est du photovoltaïque, mais j'ai plusieurs immeubles qu'on a déjà rénovés où la toiture, et sur ce qui se passe sur la toiture, il y a 3 ou 4 clés différentes. L'étanchéité est sur une première clé et elle couvre tout le bâtiment. Les cages d'ascenseur, donc les édicules d'ascenseur, donc l'édicule lui-même, la maçonnerie est dans le compte général, donc avec l'étanchéité. Par contre, la machinerie, les grilles et tout ce qui se passe dans l'ascenseur est dans une clé spécifique à l'entrée. Et les équipements de ventilation sont spécifiques à l'entrée. Donc sur une même toiture, on a déjà plusieurs clés de copropriété qui cohabitent. Donc je ne vois pas forcément pourquoi c'est compliqué de créer une clé complémentaire, en sachant que celui qui revend le logement, bah, il achète le logement avec les clés qui sont attachées. Donc c'est effectivement plus compliqué que de ne rien faire, mais ce n'est pas impossible. Mais c'est sûr que l'idéal, c'est que tout le monde soit d'accord et que tout le monde y aille. Mais je vois le nombre de projets qu'on peut faire en copropriété ou en assemblée générale, on a systématiquement la même barrière des copropriétaires qui ont plus de 80 ans, qui ne veulent pas investir parce que de toute façon, ils en verront jamais l'intérêt, plus ceux qui n'ont pas de budget, plus ceux qui sont interdits Banque de France. Au final, si on attend que tout le monde soit disponible, on risque de ne pas faire les projets. Donc c'est peut-être un moyen d'avancer quand même un peu plus vite, sans forcément intégrer tout le monde de manière obligatoire. Ça reste un avis personnel, c'est à discuter au cas par cas. Alors, pour un bailleur ou pour un chargé de copropriété qui a plusieurs bâtiments, la question c'est comment on se lance et comment on avance. Parce qu'on a un parc immobilier, à un moment il faut mettre une priorité et on ne sait jamais comment attaquer. Alors, on fait des cadastres solaires et dans ce cadastre, on va regarder les usages de l'électricité, ce qu'on a dans les communs, ce qu'on a dans les logements, est-ce qu'il y a des commerces, est-ce qu'il y a des usages constants, est-ce qu'on peut faire de l'optimisation de la consommation. On va regarder l'état de la charpente, l'état de la toiture, est-ce qu'il y a de l'amiante, est-ce qu'il y a de l'isolation ou pas. Et est-ce que la toiture est compatible avec du photovoltaïque et quel type de photovoltaïque? Donc, est-ce que c'est pour de l'autoconsommation avec un surplus, de la vente totale? Et on va faire des prédimensionnements, donc en fonction de la surface disponible et des typologies, voir combien on peut installer, combien ça coûte, combien ça produit, le nombre d'années de temps de retour. Et une fois qu'on a fait le tour de tout le parc immobilier, on peut identifier des priorités sur 1 ou 2 bâtiments pour commencer. Donc là, j'ai par exemple le cas il y a un appel d'offres qui est en cours sur Besançon-Planoise, où le Grand Besançon a lancé un appel d'offres pour un accompagnement sur des études, donc une première étude pour dégrossir et ensuite des études de faisabilité pour identifier quels bâtiments du parc logement social sont intéressants pour faire ça. Et ensuite, une fois qu'on a identifié une toiture et qu'on y va, il faut un SPS, donc sécurité, protection, santé, pour définir les conditions de sécurité et d'intervention sur le chantier, parce qu'on est quand même sur des sites en général en logement occupé, si on est sur l'existant. Sur le neuf, il est déjà là. Si on a un seul lot et puis que le chantier est simple, on peut éventuellement le faire avec un plan de prévention. Il nous faut un contrôleur technique avec une mission solidité des existants et une mission électrique. Il nous faut un maître d'œuvre qui va faire les missions standards d'avant-projet, pro, consultation, suivi de chantier, réception, et qui a une mission de déclaration de travaux au permis de construire, en fonction des cas. Les documents dont un maître d'œuvre et une équipe de conception a besoin, c'est les plans du bâtiment, donc plan, coupe, façade. S'il n'y a rien, il y a un relevé qui est fait.
Les factures d'électricité, les courbes de charge. Donc là, vous pouvez, si vous avez des sites où vous pensez que c'est intéressant, lancer des enregistrements sur l'accès Mon compte personnel Enedis, et vous pouvez lancer les enregistrements. Ils ne sont pas très précis, ils sont insuffisants à ce stade sur les tarifs bleus. Sur les tarifs jaunes, ils sont très précis. Et comme ça, quand le maître d'œuvre arrive, il a déjà des données d'entrée. S'il n'a pas les données d'entrée, il devra mettre en place un enregistreur. Et donc, quand on met un enregistreur, il faut ensuite attendre que l'enregistrement se fasse pour ensuite aller récupérer les données. Il y aura de manière obligatoire diagnostic amiante, diagnostic structure. Et puis, faire un point sur le raccordement, c'est discuter avec Enedis très tôt des possibilités, que ce soit en autoconsommation ou en vente. Alors, en vente, c'est notamment parce que quand on fait de la vente sur une copropriété, on est très vite à 100 kW. Et il faut voir si la résidence a un abonnement, enfin un câble de raccordement électrique qui est suffisant pour faire du 100 kW, ou s'il faut faire un raccordement neuf. Dans le cas de l'autoconsommation, il faut surtout voir si le bâtiment il est équipé en Linky ou pas, parce que tant qu'il n'y aura pas de Linky, il n'y aura pas d'autoconsommation collective. Et si c'est de l'autoconsommation pure, il n'y a pas de problème, il y a juste une déclaration à faire. Ensuite, si vous faites des installations de puissance supérieure à 100 kW, alors l'État a parlé il n'y a pas très longtemps d'un projet de déplafonner, de passer de 100 à 300 kg. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Si vous faites plus de 100 kW, vous allez être soumis à ce qui s'appelle un appel d'offres creux, commission de régulation de l'énergie, sur laquelle en fait vous allez déposer votre projet et proposer vous-même un tarif d'achat. Et puis vous allez être mis en concurrence avec d'autres projets, et puis la commission de régulation de l'énergie va choisir les projets. Donc là, la puissance appelée pour la prochaine série d'appels d'offres qui est à rendre pour le 4 septembre, l'État appelle 75 MW de projets pour chacune des deux familles, donc pour des installations de tailles différentes. Sur le dernier appel d'offres, les prix moyens d'achat étaient entre 86 pour la famille 2 euros par mégawattheure et 96 euros par mégawattheure pour la famille 1. On a une déclinaison locale qui est l'appel d'offres creux post-Fessenheim, donc qui est lié à la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, où là, il y a une période qui se termine au 31 juillet. Il y a 3 familles. Et donc, quand on est sur du bâtiment, on est plutôt sur les installations qui vont être sur la famille 3, donc puissance entre 100 et 500 kW sur bâtiment. Famille 3, donc la dernière série qui est sortie, on sortait avec 100 euros par mégawattheure. Donc c'est à peu près le tarif d'achat pour du 100 kW aujourd'hui. Le tarif sur arrêté. Donc par contre, ça veut dire que là, c'est presque un peu tard pour se lancer, à moins que vous trouviez une entreprise qui s'ennuie pour vous faire un dossier creux tout de suite maintenant en 10 minutes. Ensuite, on peut avoir des projets d'ombrières, notamment sur les parkings, parce qu'il y a quand même beaucoup de résidences qui ont des grands parkings extérieurs. Là, on va créer de l'ombre pour les places. Donc les voitures sont protégées aussi des intempéries. Service additionnel pour les utilisateurs, c'est notamment lié aux bornes de recharge véhicules électriques, parce que ça nous permet d'avoir beaucoup de puissance facilement disponible. Il y a un côté image du projet. Par contre, j'ai mis en orange l'impact environnemental de la structure métallique. On en parle juste après. De nouveau, donc une ombrière de parking. La question, c'est en résidence existante, comment on fait en termes de clés. Je pense qu'il faut créer une nouvelle clé pour faire ce projet-là. Alors, on a fait le bilan environnemental sur une ombrière qu'on a en cours, parce qu'on s'est posé des questions. Donc, c'est une ombrière qui fait à peu près 200 mètres carrés. On a simulé sur une seule tranche, parce que les 4 tranches se recopient, une tranche qui fait 8,60 m par 5,70 m. La demande, c'était d'avoir des pieds uniques pour qu'on puisse bouger facilement autour et qu'il y ait peu de contraintes liées à des poteaux. Et donc, on a 1 tonne d'acier qui est mise en place rien que pour la structure. On a étudié une variante en bois. On a besoin de 895 kg de bois. Quand on regarde l'impact environnemental en CO2 de cette structure, en métal, on a 4 tonnes de CO2 stockées dans le projet, alors qu'en bois, c'est quasiment rien, parce que le bois stocke du CO2. Et en termes d'énergie grise, kilowattheure, on a 12 MWh stockés dans ce bout. Et si on compare ça à la production, ça représente 1 an et demi de production pour rembourser l'énergie dépensée pour cette structure. En structure bois, c'est 2 mois de production. Conclusion,
pour nous, c'est qu'il faut faire, si vous faites des ombrières, il faut les faire avec des structures en bois. Alors, on a mis quelques images des structures en bois, des versions plutôt modernes, assez simples, avec des bois lamellicolés, des versions avec des bois bruts, un peu plus légères, des versions en lamellé collé, avec la problématique ici, c'est que le lamellé collé, c'est des cols, et donc du produit manufacturé. Et un projet sans photovoltaïque, mais qui donne des idées, c'est pas forcément ce projet-là, mais des idées de ce qu'on pourrait faire avec du bois de petites sections d'origine locale. Donc on pourrait très bien faire le projet au-dessus en bois d'origine locale, mais là c'est comment valoriser vraiment de la toute petite section de bois pour faire un projet en structure et qui soit vraiment très très vertueux. J'ai fait le tour de la présentation et puis on va pouvoir passer aux questions. Alors, merci beaucoup. Ça a été super intéressant aussi la réflexion chaque fois l'impact de la structure au niveau carbone sur le calcul global. Et notamment, il y a une petite remarque de Florian Venant sur les ombrières qui apporte une réponse aux îlots chaleur urbains. Parfait. Ok. Yacine Benzari, mon collègue, vous met l'attention sur le fait que l'agence Qualité Construction a produit des documents sur le photovoltaïque très intéressants parce qu'en fait, eux, ils sont à la source de tous les sinistres photovoltaïques. Du coup, ils ont fait des bonnes pratiques et des points de vigilance là-dessus que Jean-Baptiste Campin a déjà parlé de quelques-uns en panneaux intégrés, mais les autres peuvent aussi potentiellement avoir des soucis et c'est bien décrit dans ce document-là. Alors, je viens aux questions. Les panneaux pouvant produire l'électricité et l'eau chaude en même temps sont pertinents en région et pour le logement collectif? Il y a effectivement une solution technique qui s'appelle notamment DualSun, qui mélange chaleur et photovoltaïque. Alors moi, j'ai un peu une réticence sur ce système-là dans la région, parce qu'on a une installation solaire thermique, enfin un besoin de chaleur qui est décalé par rapport aux besoins électriques. Donc il y a des moments où on crée de la chaleur, on n'a pas forcément besoin, notamment en termes de période de l'année. En fait, si on veut faire un dimensionnement qui est vraiment logique sur ce système mixte, on se retrouve avec souvent des petites installations ou toutes petites installations et on valorise peu la toiture. Je préfère aujourd'hui faire une installation solaire thermique propre et une installation solaire photovoltaïque à côté. Mais c'est un avis très personnel. J'ai peut-être besoin d'être convaincu par un exemple concret et efficace. Mais voilà, j'ai des craintes sur l'inadéquation en fait, entre production et besoin. Quelle vigilance, protection pour les panneaux en terrasse, en garde-corps, chaleur, risque électrique, durabilité, etc. Alors, les garde-corps que j'ai montrés sont en général utilisés sur des garde-corps de toiture inaccessibles. Donc, c'est vraiment des toitures où on va accéder pour faire de la maintenance. Donc, théoriquement, le copropriétaire ou le résident ne va pas aller sur cette toiture. Il existe des versions où il y a une partie verticale complémentaire qui vient protéger l'arrière du panneau pour éviter qu'on ait accès aux connexions, pour que des enfants n'aillent pas trifouiller dans les câbles et des choses comme ça. L'autre solution, ça serait de faire des chemins de câbles capotés. Enfin, il y a des choses à réfléchir, mais pour moi, le produit tel que je l'ai montré, donc incliné, c'est un produit plutôt orienté toiture terrasse inaccessible. Ensuite, il existe des produits pour vraiment du garde-corps de terrasse ou de balcon. Par contre, le panneau est quasi vertical ou vertical. Et la production maximale en photovoltaïque, elle est avec une inclinaison de 30 degrés. Donc, si je mets mon panneau à la verticale, il va perdre plus de 50% de sa production, de sa puissance disponible. Donc, la rentabilité chute et on peut vraiment se poser la question de l'intérêt. Donc, moi, personnellement, je ne mettrais pas de panneau photovoltaïque à la verticale. Ah, il y a une question là-dessus. Est-ce qu'il est possible de faire une installation à la verticale sur un mur de 300 mètres carrés, exposition sud? Possible, oui. Après, on vous fera le calcul pour vous montrer que ce n'est pas efficace. Okay. Ou du moins, ça aura une efficacité, mais aujourd'hui, quand je pose 1 kW crête en Alsace, incliné à 30 degrés, il produit 1100 kWh, ce qui nous donne en chaîne un temps de retour qui est entre 10 et 14 ans.
Si je divise par 2 ma production parce que le panneau est vertical, bah, j'arrive à plus de 20 ans de temps de retour. Et là, on se pose vraiment la question de l'intérêt. Ok. Rachel Brobecker demande quelle est l'efficacité énergétique des panneaux dans le cas où une partie entre eux ne serait pas ou plus ou temporairement pas ensoleillée, par exemple taches, vent de sable, ombre, arbre, environnement. Environnant, pardon. Bah, je pense que c'est la question des masques solaires. Donc, si on a une toiture, on installe en général les panneaux là où il n'y a pas de masque. Donc, on s'écarte des acrotères, on s'écarte des édicules, on s'écarte des cheminées. Si on souhaite quand même installer les panneaux derrière une cheminée, il faut vraiment se poser la question de la taille de cette cheminée et de l'ombre portée. Et si c'est juste une petite ombre portée, on met des optimiseurs. Et donc, on va réduire, bah, si le capteur il est masqué pendant 4 heures dans la journée, bah, on perd 4 heures sur ce panneau-là. Mais là, ça se calcule. Il y avait Et dans une ce question. cas, pardon, je peux poser une question en complément. Et dans ce cas-là, j'ai des micro-onduleurs ou des onduleurs ou pas de lien entre les deux? Alors, micro-onduleur ou optimiseur plus onduleur centralisé, c'est deux versions électriques différentes parce que c'est deux marques, c'est des marques différentes de produits. J'ai pas vraiment encore d'avis clair sur est-ce qu'il vaut mieux mettre des optimiseurs et un onduleur centralisé ou des micro-onduleurs partout. Pour moi, plus il y a d'appareils, c'est de la statistique, plus il y a d'appareils, plus il y a risque qu'il y en ait un qui soit en panne. Donc j'ai plutôt tendance à dire, je préfère faire une installation sans masque avec 2 onduleurs centralisés. Comme ça, j'ai toujours une production s'il y en a un qui est en carafe. Après, quand on commence à mettre des micro-onduleurs, des optimiseurs et un tas de matériel, bah, il faut un contrat de maintenance derrière. Autant une installation avec 2 onduleurs centralisés, le syndic, s'il a un gars un peu technique, il peut gérer. Et il peut appeler l'installateur en cas de problème. Dès qu'on va attaquer une installation plus complexe, il faut un suivi quasi quotidien. Alors, quel coût de fonctionnement en face des 14 000 € de vente totale? Bah, y a en fait, il faudrait que je reprenne. C'était une install à 100 kg. J'ai pas les coûts de la maintenance là sur cette installation, mais il doit y avoir à peu près 2-3 000 € de maintenance. Voilà. Okay. Le syndic est donc prenante de l'opération sur le volet gestion et lisser les charges. Florian, est-ce que tu veux nous expliquer un peu mieux ta question? Ouais, la question en fait était en réaction à ce qui était proposé tout à l'heure. Est-ce que le syndic justement, c'était sur l'opération, je crois, à Mulhouse. Est-ce qu'il était justement partie prenante de l'opération pour savoir comment il intégrait la vente justement de ces panneaux photovoltaïques et le fait que ça diminuait les charges de l'ensemble des copropriétaires? Alors, c'est un cas un peu particulier ce projet parce que c'est un projet qui était une friche industrielle qui a été rénovée en logement. Donc, au démarrage du projet, il n'y avait pas de copropriétaire. Donc, c'est un schéma de promotion immobilière quasi comme du neuf où on a réutilisé des murs existants. Donc, le promoteur était en contact avec le syndic et le syndic, quand il a fait sa proposition de prestation pour son démarrage de prestation de suivi de résidence, il a intégré le fait qu'il avait un suivi de photovoltaïque aligné dans ses lignes comptables. Donc, ce n'est pas le syndic qui a été initiateur du sujet, c'est le promoteur qui a été initiateur. Mais par contre, le syndic, aujourd'hui, il a bien intégré dans son activité, j'allais dire, que sur cette opération-là, il devait intégrer la vente de panneaux, la vente d'électricité de ces panneaux. Oui. Okay. Ouais, il a une ligne comptable de production qui arrive avec une répartition, avec une clé là-dessus. Ok, merci. En fait, il y a une remarque sur ce calcul aussi copropriétaire. C'est si le tarif est moins cher que le tarif électrique, pourquoi un copropriétaire ne serait pas OK? Parce qu'à un moment, il faut débourser les sous pour lancer le projet. Et que tous les copropriétaires n'ont pas envie de voter des budgets de travaux. Ils sont d'accord pour voter des budgets de fonctionnement en moins, mais pas d'accord pour voter des dépenses. Et en fait, ils doivent quand même donner l'accord. Ça c'est ma question. À moi, ils doivent quand même donner l'accord que le toit est utilisé pour le photovoltaïque, même s'ils ne veulent pas faire partie du clé. Oui. C'est ça? Oui. OK. J'avais entendu parler sur cette technique de stockage virtuel, la consommation du volume stocké sur le réseau était tout de même soumis à la taxe d'acheminement. Est-ce le cas? Oui.
Ok. Existe-t-il un guide destination des compros qui explique comment le maître d'œuvre peuvent intervenir? Je ne sais pas du tout. Peut-être que Climaction aurait une réponse là-dessus. Est-ce qu'il faut réfléchir à un retour sur investissement simplement ENR et transition écologique? Si nous avons des surfaces utiles intéressantes, n'est-il pas censé d'installer des panneaux malgré un retour sur investissement plus mauvais? Ben, après, c'est la limite qu'on met à la volonté écologique, quoi. Aujourd'hui, tout est sujet de temps de retour. C'est-à-dire que moi, j'ai plus un seul projet où on dépense des sous pour le plaisir. On dépense des sous pour le plaisir pour s'acheter un tableau, une voiture, un voyage, mais on ne dépense pas des sous pour s'amuser, pour mettre des capteurs. Ou alors, c'est quelques extrémistes avec une grande barbe et un grand gilet épais, quoi. Mais non, les clients qui dépensent sans regarder le temps de retour, j'en ai 1 sur 1000, quoi. Quand un panneau est sale, Quelle est sa performance? Ah bah, elle peut réduire à quasiment 0 s'il est vraiment très sale, quoi. Donc on le voit, hein, quand moi j'ai fait un nettoyage d'installation, j'ai une installation qui fait 3,6 kg. La semaine dernière, enfin début de semaine, là il faisait beau. J'ai regardé le niveau de production, donc je l'avais pas nettoyé depuis le printemps. J'étais à 2,8 kg, je l'ai nettoyé, je suis monté à 3,2 kg. Waouh, ok. Ouais. Mais il y a eu un coup de pollen, les capteurs étaient jaunes, quoi. J'imagine, oui. Ok. Au niveau du chat, les questions sont terminées. Est-ce que quelqu'un d'autre veut encore poser des questions? Moi, je Ok. veux bien. Ah. Du coup, tout à l'heure, vous nous expliquiez que la surtoiture était sans doute une solution d'avenir. Comment vous voyez finalement le fait qu'on puisse faire une surtoiture en bois qui permette peut-être de rajouter 1 ou 2 étages si on imagine en fait la perspective de rénover des bâtiments en ajoutant des surfaces de logement en plus en surélévation et qu'en plus on y met des panneaux photovoltaïques dans l'équation économique, est-ce que vous connaissez des cas de ce type? Est-ce que vous soutenez, enfin... Alors, le cas de logement que j'ai montré où il y avait 100 kW qui était en vente totale sur la friche industrielle, c'est des cas où des penthouses ont été créés, en partie haute. Mais bon, le modèle était vraiment très particulier parce qu'on recréait tout le bâtiment. Sur tous les projets que j'ai pu auditer aujourd'hui où on pose la question de surélever pour créer un logement en attique, on arrive quand même à souvent une lourdeur administrative qui fait que les projets butent. Par contre, dans la logique projet, oui, effectivement, de créer un logement en attique avec du photovoltaïque qui peut couvrir une terrasse et avoir des petites zones de terrasse entre 2-3 logements, c'est-à-dire un logement par cage, au-dessus de chaque cage d'escalier, ça pourrait vraiment être intéressant. Par contre, on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'immeubles qui sont limites de changement de catégorie. Donc, si je crée le penthouse, mon immeuble change de catégorie, donc le classement incendie change, donc le classement feu des cages d'escalier, les portes palières. Donc, si le projet ne fait pas changer de catégorie en termes incendie, pourquoi pas? Mais en fait, il y a quand même beaucoup de projets qui ont été remplis au maximum en termes de hauteur. Et donc, nous, clairement, on le regarde et on se pose la question à chaque fois. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore eu le projet qui marche et qui fait qu'on y va. Mais effectivement, de dire je crée un logement en partie haute dans un projet où je devais dans tous les cas rénover la toiture, bon, bah, la toiture, qu'elle soit ici ou qu'elle soit là, je l'ai dans tous les cas. Donc finalement, ce logement, il va coûter les murs et il va coûter la modification de l'escalier pour y aller et le second œuvre. Maintenant, ça veut dire que c'est un budget qu'il faut voter dans une copropriété. Et alors, bon, on travaille sur la copropriété beaucoup sur Mulhouse et environ. On n'est pas forcément sur des copropriétés très riches. Et donc, venir pondérer ce projet avec un montage lourd, on n'y arrive pas aujourd'hui. Moi, clairement, s'il y a un projet qui s'ouvre et il faut étudier des variantes, on a des partenaires architectes avec qui on peut étudier la chose, mais il faut un budget, quoi. C'est peut-être plus accessible à un bailleur qu'à une copropriété. Ça peut être un tiers investisseur aussi, un promoteur immobilier qui investit dans le... Enfin, il y a des montages à regarder. À regarder. Mais donc, dans la technique, oui, effectivement, et faire un logement en penthouse avec du photovoltaïque, ça devient logique, quoi.
Katharina, moi j'avais une question aussi, justement juste en lien, parce qu'on a parlé des bailleurs et puis c'était aussi l'objet de la réunion de ce matin. Est-ce que Jean-Baptiste voit une dynamique de la part des bailleurs pour intégrer des panneaux photovoltaïques au fur et à mesure, soit sur des bâtiments neufs, mais encore mieux sur des projets de rénovation? Est-ce qu'il y a des demandes? Alors, il y a certains, le Toit Vosgien notamment, avec qui on a commencé en 2012. Donc lui, il en fait maintenant, je crois, sur tous ses projets. Par contre, sur les bailleurs que je vois sur Mulhouse, c'est beaucoup plus difficile. Colmar, un petit peu, Strasbourg, un petit peu, mais c'est ponctuel et c'est si on a le budget. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'on n'a jamais le budget et ça saute. C'est pour ça que j'ai parlé de tiers investisseurs et de financement citoyen, parce que je crois qu'il y a une vraie clé là-dessus. Je pense que l'intérêt est là, mais c'est tout de suite arrêté par la question du chèque. C'est pour ça qu'il y a sans doute un accompagnement à faire sur ces questions, encore une fois, de tiers investisseurs. Parce qu'encore une fois, enfin, ne serait-ce que pour parler de l'Eurométropole, on a de très très grands projets de rénovation urbaine où il y a beaucoup de bâtiments gérés par les bailleurs qui vont faire l'objet de rénovation, de réhabilitation, et c'est souvent des bâtiments qui ont des toitures terrasses assez classiques, j'ai envie de dire. Donc je pense pas que ce soit techniquement en fait que le problème se pose. C'est sans doute plutôt sur le montage économique. Oui. Je pense qu'il faut mettre ensemble les investisseurs et ceux qui ont les toitures. Et là, l'EMS, à travers le pacte, peut faire tout à fait son œuvre. N'est-ce pas, Florian? Exactement. Tu as exactement vu ce à quoi je pensais. Parfait. Sans refaire de pub, je pense qu'il faut prendre contact avec Colline du Géclair et avec Énergie Partagée Alsace et voir avec eux pour faire des projets à financement local pour éviter que ça passe encore chez des mastodontes, quoi. Ok. C'est parfait, ouais. Donc tu m'as dit Colline de Géclair et pardon, et qui d'autre? Et Énergie Partagée Alsace. Énergie Partagée Alsace. Merci. Un collectif citoyen d'énergie renouvelable existe sur les MS, les brasseurs d'énergie. Oui. Ça Mais il y en s'appelle a plein en fait des collectifs. Il y en a sur Mulhouse, il y en a sur la vallée du Val d'Argent, il y en a sur plein d'endroits, mais ils sont coordonnés dans le Géclair. Ok, parfait, super. Alors, concernant le stockage virtuel, est-ce vraiment plus intéressant que le stockage physique? En parenthèse, notion d'abonnement, taxe sur l'enchaînement de la consommation stockée? C'est un truc qui se calcule au cas par cas. Moi, je trouve que ça peut être intéressant, par exemple, pour un bailleur sur une partie où il va avoir des bureaux et il va pouvoir faire de l'autoconsommation et puis il est fermé le week-end, donc il va, en fait, pour des locaux qui sont ouverts à un moment, fermés à un autre, et donc l'autoconsommation ne va pas marcher le week-end ou pendant une autre période de fermeture. Après, ça reste très administratif. On va dire c'est intéressant en termes de communication. Bon, aujourd'hui, je crois que c'est quand même pas très loin de faire de la vente, quoi. Sauf que quand on fait de la vente, on la vend à EDF. Enfin, on vend l'énergie à EDF qui crée des certificats d'énergie verte. Donc, quand vous achetez de l'énergie verte à EDF, c'est des certificats de gens qui leur ont vendu de l'énergie. Si vous passez par Urban Solar, ils génèrent aussi des certificats verts qui vendent après à d'autres gens. Donc, bon, c'est à qui on choisit de vendre notre électricité. Je pense qu'on en est plus à ce stade de débat aujourd'hui. Alors, moi, j'ai plus de questions dans le chat. Une dernière question en live. Ok. Bon, sur ce, mille merci à Jean-Baptiste Campin et merci aux participants.